Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, nous recevons Mateusz Barreto. Tu es Head of Design et auparavant, tu étais chez Samsung, Intuit, Motorola, Renault et tu es le nouvel invité de ce podcast et je te remercie chaleureusement d'avoir répondu positivement à mon invitation. Mateusz, bonjour. Bonjour Paul, enchanté d'être. C'est un plaisir d'être ici. Ouais. Écoute, c'est un plaisir partagé. Ça va être un épisode où on va pouvoir découvrir une partie de ton parcours, comprendre un peu ton évolution de ton Brésil natal pour arriver en France et puis tout ce rôle de designer que tu as eu et puis dernièrement ton évolution vers du management et comment ça a pris et comment tu as réussi à le faire. Donc voilà, on va parler de tout ça et puis en filigrane comprendre aussi tes convictions de designer pour pouvoir les partager aux auditrices et auditeurs. Ça te va ? Ouais, parfait. Allez, on est parti. La première question que j'aime poser à mes invités, c'est à quel moment toi tu découvres le design dans ta vie ? Tu te dis tiens, c'est un métier que j'aimerais faire. C'est une excellente question. Moi, je dessinais depuis toujours. J'ai toujours aimé le dessin. J'aimais les BD, les dessins animés. Alors, d'ailleurs, c'est toujours une passion que j'ai, la BD. D'accord. Euh, mais voilà, en termes d'en faire une carrière, je pense que je- j'ai commencé quand j'étais à la fin de l'école à penser ce que j'allais faire de ma vie et j'avais deux choses en tête. C'était soit du journalisme, soit du design et puis C'est euh, drôle. C'est drôle que tu dises que tu passes de la BD et du journalisme. On a l'impression que c'est vraiment la recherche utilisateur. Ça se rapproche beaucoup aussi du journalisme, de comprendre, etc. Et puis la BD, voilà, dessiner des histoires. Ça fait le ouais. bon mix du designer. Ben je pense que oui, c'est vrai que j'ai toujours apprécié l'écriture, donc il y avait ce côté. Peut-être un côté un peu storytelling, raconter des histoires. Ouais. Ouais. Euh, Après, je pense que c'était aussi parce que je savais pas trop quoi faire. Donc le design, et je pense que il y avait ce côté, enfin, comment me servir de cette capacité visuelle que j'avais. Donc ça semblait assez logique d'aller vers le design. Il faut dire aussi que bon, ma maman elle est architecte, donc Ah, ouais, c'est vrai que ça oriente. Moi, ma mère faisait aussi de l'informatique et donc quand je suis rentré dans dans cette orientation-là, euh, je me suis rendu compte que j'étais pas très bon informaticien, mais que j'allais peut-être plutôt faire du commerce autour de l'informatique. Et donc, tu vois, mon papa était informaticien. bon, C'était ouais, Eh ben, ouais, donc t'es vraiment le bon mix entre l'informatique et l'architecture. On va arriver ouais, c'était un peu voilà. très bien. Et donc, raconte-nous, donc tu, tu, tu es brésilien. Euh, Oui, c'est ça. Raconte-nous un peu ton parcours pour arriver jusqu'en France, comprendre un peu ce que tu fais au Brésil. J'imagine que Ouais, tu as déjà quelques expériences là-bas et puis ensuite tu viens en France. ouais, j'avais habité en France en fait quand j'étais petit. Ma mère elle avait fait des études ici
Mhm. Mais après, je suis rentré au Brésil quand j'avais 10 ans. Et donc, j'ai fait mes études, j'ai passé mon adolescence, j'ai fait mes études au Brésil de design. J'ai à la base design graphique. En fait, il y avait pas de design digital à l'époque. Donc, Oui, bien sûr. il y avait du design de produits. Mais moi, j'ai fait plutôt axé sur le côté graphique, plus que le design. Même si c'était le même programme. Il y avait deux branches. Euh, mais j'ai passé très vite. En fait, je me suis intéressé. C'était un peu encore le début du web, 98. Donc, j'ai commencé à faire pendant l'université déjà des sites web, commencé à travailler en freelance euh, pendant assez longtemps, en fait. Et, et en, j'ai travaillé comme freelance en tant que freelance pendant plusieurs années. Euh, en faisant des sites, par exemple, sur Flash, Oui, avec de ActionScript, c'était ce qu'on faisait à l'époque. bien sûr. Je sais pas si tu as vécu ça. Ouais. Non, je l'ai vécu. Moi, j'étais encore vraiment jeune ado, j'allais dire, mais j'ai vu cette évolution. J'ai vu cette évolution et j'ai plutôt vu. Ouais, ma mère m'en parlait, ouais, tout à fait. Et donc là, tu découvres le Flash, tu découvres ces choses-là et tu Exactement. commences à la fois, j'imagine, à un peu du code et aussi du design, c'est ça? Un petit peu du code, ça a toujours été un peu, À la marge, ouais, loin de toi. exactement. Ok. Ce qui m'a intéressé le plus, vraiment, c'est le côté plus interaction. Mhm. Donc, en 2004, mon premier CDI, c'était pour une boîte qui faisait qui faisait des projets pour Motorola. Ouais, Et donc, on était sur des téléphones qui étaient des téléphones simples. C'était pas encore des smartphones. Et là, nous avions des projets qui étaient assez visuels. Je faisais beaucoup d'icônes, je faisais des fonds d'écran. Mais j'ai commencé aussi à m'intéresser par qu'est-ce que c'était l'architecture d'information, les passages d'un écran à l'autre, les emplacements des boutons, tout ce côté qui était pas nécessairement UX, mais design d'interaction. Et aussi commencer un petit peu à explorer ce que c'était de faire des tests avec les utilisateurs, des choses comme ça. d'accord. Ouais, trop bien. Et donc j'ai passé 2 ans en étant sous-traitant pour Motorola. Et après, ils ont commencé à avoir un studio vraiment au Brésil, à São Paulo. Et donc j'ai déménagé à São Paulo et je suis allé directement vers le client. Donc, je suis allé vers le client et j'ai passé 5 ans et demi chez Motorola. J'ai pris un peu le lead sur les projets de mon ancienne équipe. Mhm. Euh, Donc là, tu découvres, c'est le moment où toute l'industrie euh, du mobile a complètement explosé avec l'arrivée de l'iPhone sur la fin de ton expérience Motorola, c'est ça? c'est exactement ça. Même au C'est peut-être début, même pour ça que ça s'est arrêté d'ailleurs. je suis passé. Sans... Bah ouais, je suis passé. En fait, ce qui s'est passé, je suis passé chez Motorola en 2007. L'iPhone a été lancé, c'était soit en 2007, 2000. Je crois que c'est Ah, 2000. Je sais plus, mais non, non, c'était juste après. Je pense que d'accord. le premier c'était 2008, si je me trompe pas. Euh, et donc j'ai vraiment travaillé 2007, ouais, t'as raison. Premier iPhone, 29 juin 2007, pardon. exactement. Donc c'était la même année en fait quand j'ai rejoint. J'ai beaucoup travaillé sur les premières versions d'Android. Motorola a été un partenaire de Google depuis le début. Euh, et quand j'ai quitté, oui, j'ai quitté Motorola parce que l'entreprise a été rachetée à un moment par Google. Je pense Oui, que les c'est gens vrai. se rappellent pas Enfin, de le ça. Google Phone, ouais, tout à fait. Ouais. Le projet, ouais. Et donc ils ont fait le lay-off, euh, ils ont renvoyé la moitié de l'entreprise, ou plus Ouais. même.
Ça marche souvent comme ça, ouais. exactement. Ok. Et puis après, ils ont revendu à Lenovo. Et à l'époque, ouais. Donc j'aime dire que j'ai été embauché par Google pendant 24 heures. Tu l'as pas mis sur ton LinkedIn, celui-là. Non, non. Et donc là, ouais, c'est vraiment, tu passes un rôle de designer, tu vois beaucoup de choses, beaucoup sur le mobile, tu vois toute l'évolution du mobile. Tu commences sûrement à faire un petit peu de management ou pas Ouais. encore. Oui, oui, C'est ça. Ouais. ouais, je fais du management, pas du management direct, mais du management Ouais, vraiment de de projet. piloter les Des projets, équipes. piloter des gens et ok. Et j'imagine que tu as toutes ces réflexions du design en mobilité, la façon dont on utilise les différents devices. En plus, je me rappelle à cette époque-là, il y a eu plein de tests de types de device, clapper, sans clapper, on remonte, on switch, on ouvre. Enfin bref, il y Oui, avait toutes les exactement, possibilités. exactement. À un moment, moi, j'aimais pas euh, les, les keyboards sur les Ouais. écrans, les keyboards digitaux. Je pensais que, en fait, que le form factor au final, ça serait toujours avec des touches. Et Ah oui, finalement, l'iPhone, ils ont réussi à bien faire. Mais à un moment, c'était fou. On avait des téléphones carrés qui se tournaient comme ça avec des choses cachées. C'était super intéressant. Et il fallait faire en sorte que ça fonctionne. Il y avait des gros intérêts aussi sur ben, il commençait à avoir des apps pour tout et pour n'importe quoi aussi. Euh, et ok. Ouais, et donc, euh, et donc ensuite, tu déménages en France. Tu vas chez Renault Trucks. non, Non, pas avant. Avant, je pardon. suis encore passé. J'ai- je suis devenu manager. Je suis passé quand je suis sorti de chez Motorola. Je suis allé vers la concurrence. J'ai passé 2 ans comme manager au R&D de Samsung, Ouais, ok, chez autant Samsung. pour moi. Ouais. Et, Donc là, la R&D de Samsung, c'est pareil, c'est sur du mobile. c'est sur du mobile. C'était sur le côté mobile. Là-bas, c'était le développement. Il y avait le développement de partenariats pour du contenu. Donc la stratégie, c'était que les téléphones et les tablettes, qu'on ait du contenu gratuit pour les utilisateurs du Brésil. Donc la personne, elle achetait une tablette, disons qu'il allait 150, 200 euros, une tablette d'entrée de gamme, et on pouvait dire que on lui offrait, disons, 50 ou 100 euros en service, des services payants. On les offrait et on faisait des partenariats. Et nous, on faisait le développement parfois et aussi le design de ces apps avec les partenaires. Et en même temps, on essayait de développer des solutions en interne, des services pour le marché brésilien et de l'Amérique latine. Ok, ok, Et là, très clair. j'ai aussi recruté et développé une équipe qui était à Manaus pour le R&D avec des researchers et des designers et des développeurs. Vous étiez combien à cette époque-là? L'équipe que j'ai fait monter à Manaus, c'était une vingtaine de personnes, 10 designers Ah et ouais, 10 développeurs. incroyable. Ah ouais, Moi et un autre manager. ouais, Euh, c'est quand même des belles équipes et c'est des profils de designers digitaux, hein. C'est, il y a ouais, aussi du c'était produit digital, physique. c'était vraiment axé sur le développement de solutions pour le marché local. Ok. Donc, Et donc après, qu'est-ce qui te motive à venir, à revenir d'ailleurs, parce que à revenir ouais, en France et à Lyon particulièrement, et puis Renault Trucks, on est là dans le monde de l'automobile. C'est vraiment un autre projet. ouais, Raconte-moi un ouais. petit peu ce passage-là. En fait, moi, quand je suis parti de chez Samsung, j'avais envie de sortir du Brésil un petit peu, de Mhm. connaître quelque chose de différent. J'avais envie plutôt de venir ici en Europe.
Mais je pensais que j'allais finir plutôt en Allemagne, à Berlin, parce que je savais qu'il y avait une scène tech, qu'il y avait pas mal Hmm. de startups. Et puis un jour, on m'a téléphoné, on m'a appelé, et c'était une entreprise française qui avait vu mon CV, qui faisait voilà des contrats, de la sous-traitance pour des entreprises, et ils avaient cette mission à Lyon chez Renault Trucks, et je me Ah suis oui. intéressé à ça. Et en plus, Ouais, c'était en mission, c'était pas en interne de Renault Trucks. C'est- c'était en mission. Ouais, Ouais. ouais, c'est encore un autre type c'est-à-dire d'insécurité, parce qu'il faut faire ses preuves. Bon, bah, même aussi quand on est en interne, etc. Mais ok, je comprends très bien. Ouais, Ok. ouais. Et c'était intéressant. Ils n'avaient pas vraiment de capacité, je dirais, de UX, de design digital. Donc j'ai beaucoup fait beaucoup d'entretiens et beaucoup en fait, je dirais, d'évangélisation sur le sujet, Hmm. euh, Pour plus même que le améliorer. travail directement sur le produit. Ouais, c'est ça. J'allais dire pour améliorer des applications internes de Renault Trucks. Oui, c'était plutôt les dashboards des camions. Voilà. Finalement, je pense que le projet sur lequel je travaillais il a été annulé. Ils ont décidé plutôt d'utiliser l'argent pour changer le design du camion lui-même Ouais, plutôt que d'accord. de l'interface. Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute. Ok, ok. Après ça, je viens à Paris. J'ai passé 6 mois en agence chez Fjord, l'agence du groupe Accenture. Aujourd'hui, ils ont changé de nom, ça s'appelle Accenture Sound, Ouais, Accenture Song, ouais, tout à fait. exactement. Donc j'ai passé rapidement chez eux. Mhm. Euh, j'ai vu que agence c'était peut-être pas pour moi. J'ai plutôt une personne voilà interne. Mhm. J'aime développer sur le long terme. Je pense que les projets, même si c'était très très intéressant de passer sur plusieurs sujets en même temps, c'était pas exactement pour moi. Ouais, c'est là que tu rentres après chez Renault, Exactement. Je suis allé chez Renault Digital. Là, pas comme manager, mais comme contributeur individuel. particulier, ouais. Ouais, exactement. Ils avaient une organisation qui était plate. C'est gros, hein. Ouais, Ouais, Renault Digital, il y a beaucoup de design. C'est un gros client, un gros pourvoyeur de missions et aussi il y a pas mal de gens en, en interne. Et il y a des ouais, projets qui sont hyper intéressants. Ils investissent beaucoup dessus. On va avoir bientôt dans le podcast des personnes, alors pas nécessairement de Renault Digital, mais de Renault qui sont venus m'en parler. Ouais. ouais. C'était super intéressant, Renault Digital. Et ça m'a permis de connaître, bon, déjà c'est une entreprise, pour moi qui suis brésilien, donc connaître un grand groupe français. Euh, voilà, j'étais peut-être plus dans des entreprises, on parlait beaucoup l'anglais et tout, même si bon, parle pas Oui, anglais. tout à fait. C'est très internationalisé. Oui, c'est vrai. Mais aussi, je dirais, ce contexte de la transformation digitale des grands groupes français, euh, euh, c'est assez particulier, c'est très intéressant. Ouais, il y a un moment où la voiture se transforme en device puis elle s'électrifie. Là, j'avais j'avais une personne qui me parlait euh, justement de l'électrification des voitures et qui me disait, mais demain, en fait, une voiture, ça va être une carte de crédit sur roulette pour pouvoir payer plein de trucs. Mais ok, ok, ok. Ouais, c'est intéressant. Je pense que c'était un autre moment où j'étais présent dans une industrie qui se transformait aussi après les téléphones.
les voitures aussi. Ouais, il y avait plein de réflexions. Et là, toi, tu vois entre ton moment au Brésil et ton passage par la France, est-ce que tu vois peut-être des différences entre les deux pays? Est-ce qu'il y a des niveaux de maturité qui sont différents, sans se dire qu'il y a un pays qui est plus mature que l'autre, mais tu vois un petit peu l'idée? Est-ce que toi, tu as cette capacité à comprendre ce qui se passe en France, comprendre ce qui se passe au Brésil, et peut-être de faire la synthèse des deux? Comment tu pourrais nous Euh, décrire aujourd'hui la scène brésilienne et la scène française? ouais, je pense que moi j'ai vu le début en fait d'une construction d'une scène brésilienne sur ce qui est l'UX, le design d'interaction, et il n'y avait pas beaucoup de maturité à l'époque. Je pense que c'est aujourd'hui que cette maturité elle est arrivée. Et par contre, quand je suis arrivé en France, je pense que les discussions sur le design, sur tous les aspects beaucoup plus stratégiques du design, elles étaient déjà mieux posées. À mon avis. Euh, Par contre, je pense que euh, il existe plusieurs mondes différents dans le design et même dans le design digital. Euh, Ça ne veut pas dire que ce soit des niveaux de maturité, Mhm. mais par exemple, le design qui se fait dans les grands groupes, ce n'est pas le même design qui est fait, je dirais, dans les startups ou dans les scale-up. Et le design qui est fait dans les grands groupes français, pas le même non plus qui est fait dans les boîtes Bien américaines. sûr. Ouais, bien sûr. Mais le Brésil est un pays qui a énormément de talent sur le design. On a des très bonnes écoles. Il y a Ouais, des designers brésiliens un peu partout. Presque toutes les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, qui n'étaient pas des boîtes brésiliennes, il y avait des designers brésiliens. ouais, c'est fort. Euh, Parce que j'allais dire, on connaît aussi beaucoup l'architecture au Brésil, mais là, comme ça, je te dis ça, entre guillemets, avec ma petite culture générale, mais euh, il y a peut-être d'autres, d'autres qu'on connaît pas. ouais, il y a une histoire en fait. Les écoles brésiliennes qui ont été fondées avec le curriculum de la Bauhaus. Et il y a des écoles assez anciennes d'architecture qui sont devenues aussi des écoles de design. Ouais, Et d'accord. donc il y a une vraie tradition du design brésilien. Ok, d'accord, je comprends mieux. Et, euh, et donc, raconte-moi ensuite, ben, tu fais tes expériences en France, tu avais connu le management au Ouais, Brésil, avec quand même un volume de management qui était quand même assez important, hein, parce qu'une vingtaine de personnes, voilà, ça commence à être assez solide. ouais, Tu te dis que tu as envie d'y retourner, c'est ça, et tu trouves une nouvelle opportunité ou on vient de chercher, comment ça se passe? exactement. Ouais, non, c'était une entreprise que je connaissais déjà. J'avais déjà fait des entretiens, j'avais passé des entretiens chez eux avant. Intuit, qui est une très très grande entreprise de big tech de la Silicon Valley, Ouais. qui fait, qui a un écosystème de logiciels dont le plus important c'est QuickBooks, qui est la plus grande solution de finance pour les petites et moyennes entreprises. Euh, Et je là, pense que ouais, en effet, on voit, c'est un peu plus de 10 000 personnes. Enfin, c'est une très très grosse entreprise. Moi, je connaissais pas, je t'avoue, ouais, avant de te connaître, mais ils sont pas quand j'ai, très connus en France, mais par contre aux US, ouais, et c'est donc très très toi, t'es head of design sur la partie France et Europe ou sur la partie monde, sur la et partie qu'est-ce que tu dois y France. faire? Ouais, j'étais donc head of design sur la partie France Ouais. et en travaillant aussi avec les autres équipes internationales de ce qu'ils appellent les pays émergents, donc Brésil, Mexique et Australie. Donc, il y a des head of design travaillant avec des head of product et des head of engineering pour chacun de ces pays. D'accord, d'accord.
Donc c'était France, au final c'était sur la France, Australie, Brésil, Mexique, sur lequel toi tu fais partie des leaders du design auquel, enfin, on vient de poser la question lorsqu'il y a un sujet, lorsqu'il y a un sujet. Ouais, ouais, ouais. Donc mon périmètre c'était la France, Ouais. et mais il y avait une intention de faire des choses ensemble. Ok. Donc, Et donc là, bah justement, on va rentrer dans le cœur du sujet du podcast Head of Design. ouais, Comment se passe bah, ce début de en tant que manager? Tu reviens sur un rôle que tu as connu, mais bon, malgré tout, il s'est passé quand même quelques années. Et quels sont entre guillemets tes défis des premiers jours, des premières semaines? je pense que le grand défi, euh, c'est vraiment s'acculturer, comprendre la culture de l'entreprise, euh, arriver en tant que manager, c'est Ouais, c'est surtout un en tant peu. que head of design, en faisant partie d'une leadership team pour un pays, euh, et arriver sur une culture très très américaine, très Ouais, anglo-saxonne. parce que là, tu passes en effet, d'une culture très française à une culture très américaine dans le monde du SaaS. Enfin voilà, Ouais, voilà, là il y a c'est ça la aussi. rencontre de deux mondes, quoi. J'avais eu une expérience Motorola, c'était assez américain, mais ça faisait un bon bout de temps. J'avais passé par les Coréens chez Samsung, et puis j'ai été ces dernières années dans une entreprise très très française. Là, c'était complètement différent. Euh, une culture très forte, déjà une culture vraiment big tech, Silicon Valley, une culture, l'entreprise euh, très très basée sur connaître les gens, se mettre à l'aise avec les autres. C'est pas exactement euh, c'est pas exactement la politique en soi, mais il y a beaucoup ce côté relationships, créer euh, des des liens avec les autres, avec les autres équipes, passer pas mal de temps one-on-one, Hmm. à se connaître. Donc, j'ai passé beaucoup de temps au début. J'ai Ok. fait connaître toutes les équipes. En plus, c'est une entreprise énorme, donc connaître les personnes, me présenter, présenter quelles étaient les ambitions pour la France. Tout ça. Et, et là, tu récupères une équipe. Ça aussi, t'arrives, t'es un peu parachuté dans une équipe qui existe déjà, qui a déjà peut-être euh, ses habitudes. Ouais, Comment tu fais et est-ce que c'était des équipes déjà qui étaient toutes basées en France ou tu avais des gens un peu partout en Europe parce que tu avais des gens peut-être aux US aussi? non, non. Raconte-moi un petit peu là comment tu rentres dans le mode manager et avec l'équipe. Ouais. Mon équipe, elle était rattachée avant que j'arrive au UK. Il y avait un manager au UK, mais l'équipe, elle était toute basée en France. Ok. Nous étions sur le périmètre France, donc ça avait du sens que l'équipe soit française. Je pense qu'il y a eu un passage naturellement. C'était, il y a toujours un peu de friction quand un nouveau manager arrive, Ouais, mais c'était pas nécessairement, je dirais, la partie la plus compliquée. Euh, d'accord. ouais. Et donc, j'allais dire, bah, quelle était la plus compliquée? On a envie de savoir, on a j'ai envie de gratter. Euh, la partie la plus compliquée, je dirais, c'était que Intuit, en fait, c'est une entreprise qui valorise énormément le design. Peut-être l'entreprise le plus haut niveau de maturité de design, une des petites entreprises qui ont le plus haut niveau de maturité de design. C'est drôle que tu me dises ça parce que moi, quand on écoute des autres head of design, la problématique c'est
que la maturité UX elle est pas là ou pas assez, etc. Et qu'il faut se battre pour présenter. Et là, tu me dis que toi, ta principale friction, c'était le contraire, c'était que C'était le plus gros challenge. c'était Le gros challenge, c'est d'apporter vraiment tout ce qu'on attend du design dans une entreprise comme celle-ci. Donc tout le monde est conscient de ce que. Et je comprends très bien que c'est peut-être vraiment la problématique inverse de certains head of design qui sont dans l'évangélisation. Mais quand les gens d'une entreprise comprennent la valeur du design et que tu es un leader du design, il faut que tu sois en mesure de vraiment apporter ce que les gens attendent. Donc, Intuit est une entreprise qui a, ils ont leur propre méthode de design thinking. Les gens sont formés sur cette méthode. Ils appellent ça le design for delight. Euh, et c'est utilisé assez largement dans la boîte. Par exemple, j'ai vu des RH utiliser des méthodes de design thinking pour résoudre des problèmes RH. Donc, il y a des personnes qui sont formées au design thinking. Et si une personne RH a un problème, elle peut aller obtenir de l'aide. Et en général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ils vont commencer à discuter de leurs problèmes d'une manière très très designeuse, en, se, en, en établissant un customer problem, par exemple. Donc, ils vont se dire, en tant que RH, mon défi, mon challenge, c'est de réussir à faire telle chose. Je n'y arrive pas parce que voilà, j'ai tel et tel blocage et comment je peux faire pour résoudre ce problème. Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute. Tu sais quand, juste tout à l'heure, là, rapidement, quand tu me parlais de ça, je suis allé taper sur LinkedIn, je suis allé voir Intuit, je suis allé voir les personnes, j'ai tapé design, c'est ce que je fais quand je veux essayer de trouver les gens qui sont en charge du design dans les entreprises. Et j'ai vu plus de 3600 noms qui correspondent et dans lequel, dans leur intitulé de poste, il y a écrit design. Ce qui est juste incroyable, hein, parce qu'on avait dit qu'il y avait un peu plus de 10 000 personnes chez Intuit. Donc, ok, je comprends très bien. Et là où, quand on a préparé l'échange, tu me disais qu'au final, ils ont en fait leur propre vision du design, leur propre façon de faire, leur propre template. Et par contre, c'est soit tu rentres dedans, soit si tu n'y arrives pas, ou si tu as une vision un peu différente, là c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Est-ce que tu peux justement nous l'expliquer? Oui, bien la sûr. vision Intuit du design? La vision Intuit du design, elle est basée sur, je dirais, deux aspects fondamentaux. Un, c'est vraiment la recherche utilisateur. Donc, ils ont leur propre nom pour ce qu'ils appellent la recherche utilisateur. Donc, ils font ce qu'ils appellent des Follow Me Home, qui est en fait une espèce de shadowing des utilisateurs. Et ça a été créé par le founder de la boîte. Et tout le monde sait ce que c'est. Et même les managers qui ne sont pas des designers, ils font des follow me home, donc ils parlent aux clients. Et la deuxième chose, c'est le design for delight, qui est cette méthodologie qui est très très axée, je dirais, sur les méthodes un peu lean, mix. Donc c'est basé sur avoir un customer problem, et gérer des hypothèses et faire des expérimentations autour des hypothèses qui sont générées. Donc, je pense que ce que j'ai appris beaucoup chez Intuit, c'est cet aspect vraiment de l'expérimentation du design. C'est beaucoup d'expérimentation. J'ai appris à comment vraiment cadrer
Je pense que ça, je le ferai toujours maintenant dans n'importe quelle boîte, de, de, de travailler vraiment sur du cadrage d'expérimentation. J'ai une hypothèse. Je pense que si je veux augmenter un taux de conversion de 10%, je vais le faire en donnant telle et telle valeur à l'utilisateur. Je vais le tester en faisant une expérimentation qui peut être en forme de prototype, mais aussi nous faisions pas mal d'expérimentations avec des faux boutons, de la fausse mécanique. La personne appuyait un bouton et en fait c'était Oui. nous qui faisions l'action derrière pour que et en définissant des mesures de succès. Et c'est beaucoup ça la vision du design dans la boîte. Ok, ok, très clair. Ok. Et donc pour ton équipe, comment ça se passe? Est-ce que tu pars d'une équipe avec peu de gens que tu fais grandir? Est-ce qu'il y a ce besoin-là? Parce qu'au final, si toute l'entreprise est déjà très design orientée, voilà, quel est vous votre apport dans tout ça? Et voilà, un petit peu là, c'est plutôt pour comprendre la taille de l'équipe, la façon dont elle évolue. Ouais. J'ai fait grandir l'équipe là de la France. C'était une équipe assez petite, hein. C'était quatre passé à trois et j'ai embauché trois personnes euh, pendant mon temps, sachant que c'était dans un marché assez compliqué. C'était assez compliqué, c'était dommage la boîte pas très connue en France, donc c'était difficile de recruter. C'était difficile de recruter. Ouais, c'était difficile de recruter. Mais en plus, Design Club n'existait pas à cette époque-là. Bah ouais, justement, voilà. Bon. Euh, ouais, et surtout des profils pour ce type de boîte, des profils très très complets. Donc des product designers qui soient en même temps capables de faire du design visuel, Ouais. pixel perfect, mais qui s'intéressent vraiment aux enjeux business. Surtout parce que voilà, il y avait un vrai grand enjeu business pour la France. Ça, aujourd'hui, c'est le grand écart que tout le monde demande, enfin, que tout le monde commence à demander pour les profils designers, le fameux product designer qui sait un peu tout faire, qui sait parler au marketing, au product manager, au tech, il sait aussi crafter pixel perfect et tout ça, donc tout ce qu'on se disait, faire aussi de la recherche utilisateur. Comment toi, quelle est ta vision autour de ce rôle-là, de ce métier-là, et Ouais, et juste, je terminais autour de, est-ce que toi, demain, quand tu vas recruter dans tes prochaines équipes, est-ce que tu as cette attente-là aussi? je pense qu'on demande beaucoup de nous. Je pense aussi. Le marché demande beaucoup de nous. De ce profil du designer qui est en même temps super bon sur le design visuel, pixel perfect, qui sait parler avec le business, qui sait comprendre la langue du business, qui sait Ouais. se vendre le travail du design pour le business, et qui en même temps sait animer des ateliers, préparer des entretiens utilisateurs, réaliser des entretiens utilisateurs, faire du quanti, faire du quali. Créer du contenu aussi, créer le contenu, tu sais, maintenant, il y a aussi Exactement. C'est juste énorme. Ouais. Je me considère quand même une personne assez, euh, je dirais, généraliste Mhm. dans ce que je fais. Après, Ouais. j'ai 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais du design et donc j'ai eu le temps d'apprendre petit à petit. Mais je pense que pour une personne qui débute aujourd'hui dans cette carrière, c'est juste immense ce qu'on demande de ce profil. Je vois beaucoup de gens qui sont très très critiques à ça, qui disent ouais quand il y avait plus de séparation entre X et Y, ça faisait Mhm. plus de sens. Ouais. Euh,
j'ai pas je dirais une envie trop tranchée sur ça. Je pense qu'on peut être généraliste, mais je sais aussi que c'est beaucoup. C'est fait beaucoup de skills En fait, je trouve qu'il y a très peu d'élus sur ce type de compétences. Et à la fois, je me dis, mais il y a que, je veux dire, 24 heures dans une journée, mais dans une journée de travail, on va dire entre 8 et 10 heures de travail par jour, pour ceux qui veulent en faire beaucoup plus. Mais je trouve ça tellement compliqué d'arriver à tout faire dans une journée de travail, dans une semaine de travail, dans un mois de travail par rapport à tout ça. Moi, je suis en admiration devant ces gens qui sont capables de faire et à la fois, je me dis, mais est-ce qu'ils le font vraiment parfaitement partout? Je pense que sur la partie production et pixel perfect, je pense que vu que c'est un peu c'est assez mathématique en soi le côté est-ce que c'est pixel perfect ou pas. Je pense que parfois ça on y arrive, mais est-ce que on rogne pas un peu plus sur la recherche utilisateur, sur les ateliers, sur la compréhension vraiment de la problématique, sur les tests aussi parfois. Voilà, je trouve qu'il y a peut-être des moments où c'est rogné et on n'ose peut-être pas le dire ouvertement. Absolument. Je pense que, par exemple, la recherche, c'est vraiment un métier en soi, hein, être Ouais, bah, un chercheur. Je suis capable de faire de moi-même de la oui, recherche, mais ce n'est pas mon métier. Je suis capable d'en faire pour ce dont j'ai besoin, ouais. mais Et surtout que de plus en plus maintenant la recherche utilisateur et pour le profil de product, elle peut être drivée par la data. Et on se dit que la data peut-être aura raison à chaque fois et que c'est plus facile, c'est plus rapide. Et puis il y a un côté un peu, bah, c'est noir ou blanc. Et mais nous chez Design Club, c'est une vraie, enfin c'est vraiment quelque chose qu'on porte, c'est que chaque métier du design a vraiment son importance et parfois savoir tout faire, c'est peut-être aussi ne savoir rien faire. Ou en tout cas, ou en tout cas peut-être proposer quelque chose qui est peut-être middle versus le fait de faire confiance dans son équipe à des UX researchers, à des UX writers ou content designers, faire ouais. confiance à des gens qui font de la UI, du branding, et aussi ce rôle très au milieu qui va vraiment comprendre la recherche, animer tous les ateliers, comprendre tous les aspects business, produits, user flow, etc. pour ensuite envoyer ça. Enfin voilà, nous c'est quelque chose auquel on croit vraiment et à la fois, bah, il y a aussi des gens qui ont plein de talents, donc ils sont aussi recherchés parce que vaut mieux en avoir qu'un que trois, ça coûte un peu moins cher. Oui, exactement. Je pense que le marché il s'est orienté vers cette approche un peu plus sur le coût, vraiment essayer d'avoir des profils qui puissent tout faire. Euh, je pense que dans le futur, on va se réorienter peut-être vers un peu plus de spécialisation et d'avoir des équipes un peu plus multidisciplinaires avec des gens, des stratégistes, des researchers, les content designers, j'espère Mm. qu'ils puissent continuer. Je sais que ils ont beaucoup souffert avec l'IA. Euh, Oui, et tu vois, encore ce matin, j'étais au téléphone avec un head of design une très belle startup qui va passer scale-up et il y a un peu le vent en poupe, etc. Et on parlait du podcast, d'un potentiel podcast et tout, et puis il me dit, ah, moi, nous, on fait presque pas de recherche utilisateur et presque pas de test. Ils font tout sur du parti pris, sur des retours. Certes, il y a quand même quelques retours utilisateurs, des retours support, et puis les fondateurs qui sont là. Et pour autant, c'est un produit qui marche très bien. Et à la fois, moi, c'est un produit que j'utilise pour mon CRM. Et des fois, plus je l'utilise et plus je vois des petites choses qui me... Et voilà, je me dis, tiens, c'est dommage qu'ils en fassent pas. Et à la fois, comment leur ouais. donner tort parce que c'est une courbe exponentielle. Bon, après, dans les startups, je pense que ce qui arrive souvent, c'est que on commence par construire cette vision du founder. Donc, c'est après vers ce moment de scale
où les équipes, elles commencent, je dirais, à contribuer un peu plus sur les aspects plus stratégiques et. Et, euh, et donc pour terminer un petit peu avec Intuit, comment, enfin, quel type de projet tu as pu mettre en place? Parce que j'allais dire, si tout était déjà présent, est-ce que tu as continué à ce qui existait déjà, ou est-ce que tu as réussi à y mettre un petit peu ta touch et à proposer des nouveaux projets? Je pense au repository en recherche, c'était peut-être pas quelque chose qui existait, le design system, je sais pas, je te dis ça comme ça, je te dis des pêle-mêle, mais Euh, non, je dirais, comme j'ai dit, au contraire, il y avait des choses qui étaient plutôt mises en place. C'était plutôt je dirais, du côté de l'évangélisation et de la connaissance du design, des méthodes du design. Moi, sur ce que j'ai contribué, c'était sur un côté un peu plus opérationnel et stratégique pour la stratégie internationale de la boîte. Donc, euh, quand je suis arrivé, euh, les pays, les pays émergents dont je parlais, ils travaillaient individuellement, chacun de son côté, comme je dirais des mini startups. Donc, ils ont assez de liberté pour travailler sur tous les périmètres du produit. Nous n'étions pas une équipe qui était attachée à un aspect seulement du produit, mais par contre avec peu de ressources. Donc, j'ai travaillé avec les autres leaders des autres pays pour mettre en place un système pour opérationnaliser un travail en commun. Donc, chaque pays faisant de la discovery dans son pays pour trouver des éléments qui puissent servir à nutrir une roadmap commune pour l'international. Donc, au lieu de chaque pays travaillant sur ses propres sujets, chaque pays travaillant sur de la discovery, sur de la recherche individuellement, et essayer de créer une roadmap commune. Tout ce qui était international. Parce ok, que c'était un produit au début très axé US, mais les autres marchés qui n'étaient pas US, ils avaient pas mal de choses en commun. Euh, d'accord. et donc, Même entre, ouais, parce qu'en plus c'est des pays assez différents. Enfin, en tout cas, non Europe, la France et puis d'autres pays qui étaient non européens. Justement, quelles étaient un peu les spécificités euh, versus ouais. le marché américain? Sur le marché américain, en fait, les petites et les moyennes boîtes font eux-mêmes leur compta. Et sur les autres pays, il y a cette présence massive des cabinets de comptabilité. C'est surtout ça. Et donc, nous avons exploité un petit peu le fait, voilà, qu'il faille travailler plus le côté cabinet comptable euh, et la collaboration entre les petites et moyennes entreprises et les cabinets comptables sur les autres pays. Et donc, le gros travail, c'était vraiment comment opérationnaliser, en fait, faire de la recherche simultanée sur tous ces pays et, euh, et faire en sorte de pouvoir partager les résultats de la recherche. Déjà trouver des solutions intéressantes, Mhm. pouvoir les faire tester sur tous ces pays euh, et faire en sorte que et comment prioriser tout ça dans une roadmap qui puisse servir à tous les pays en même temps. Ok, bon bah super. Tout à fait. Et ben écoute, Mathéus, on arrive sur la fin de l'échange. On a et sur la dernière partie, plutôt recommandations. Est-ce que est-ce que toi tu as un livre dans le design ou pas à nous recommander de lire? Euh, je dirais, euh, puisque on parle beaucoup de management, je pense que un livre très bon sur le management, c'est celui de Julie Zhu, The Making of a Manager. Ok. Ouais. Qui t'a apporté que t'as Apporté, c'est un livre
très très intéressant parce que en même temps, Julie Zhu, c'est une ancienne, c'est autrice du design de Meta, de Facebook. En même temps, très très parle beaucoup d'un management axé sur l'humain. Ces exemples, ils sont très très basés sur son expérience aussi comme manager de designer et beaucoup de choses très très pratiques aussi sur gérer de one-on-one. Ouais, Voilà, donc je pense que c'est super. un excellent. Ouais, trop bien. Est-ce que pour faire ta veille, vers quel type de site internet tu vas, ou sur les réseaux sociaux, sur YouTube, voilà, que sais-je? Est-ce que tu as une source à nous recommander? Euh, Aujourd'hui, je fais comme je dirais, je m'intéresse beaucoup plus à des aspects plus business, je dirais, ou plus opérationnels et plus de product management. Donc, je suis pas mal de personnes qui travaillent sur le côté, je dirais, product ops sur LinkedIn. Des gens comme John Cutler, je sais pas Mhm. si tu connais. Non. Euh, voilà, et qui parle beaucoup en fait de tout ce côté opérationnel, de comment le design travaille avec le product management, avec les équipes d'ingénierie. Et c'est surtout sur ces sujets aujourd'hui que Ok, je me penche. trop bien. Et, euh, et enfin, est-ce que tu as un film et un album à nous recommander? Oh là là, un film et un album. Ouais. Là, on rentre dans la sphère perso, ça y est. Dis-nous tout. Euh, alors, un film, je vais dire un film du Brésil, de ma ville de Recife, qui s'appelle Bacurau, qui a gagné un prix à Cannes il y a quelques années. D'accord, Je vais voir ce film, très bien. qui me parle personnellement. Euh, et un album, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Ça, je pense que c'est même la question la plus difficile de, de cette discussion et du podcast Head of Design, c'est choisir un album. un album, euh, oui, ça c'est très difficile. Euh, je dirais n'importe quel album de Caetano Veloso, le chanteur brésilien. D'accord. Ok. J'avoue que Voilà. je ne connais pas, donc ok. Bah, je- je recommande le travail de Caetano. Bon, bah super. Super. Merci Mathéo, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, de comprendre ton parcours, et puis de comprendre aussi toi ta vision du design, de ce que tu as pu apporter à tes équipes. Écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite. J'ai l'impression qu'il y a des belles choses qui s'annoncent. Donc, on continue de te suivre sur les réseaux et puis on se dit à bientôt. Ok, à bientôt, Paul. Merci Salut. beaucoup. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.